Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capsule Design du podcast Salut les designers par l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, on vous propose une capsule un peu particulière qui fait suite à la dernière. Si vous écoutez assidûment le podcast, la journée de l'éco-conception numérique, ça doit sûrement vous parler. Eh bien, le 6 février dernier, nous avons eu la chance d'y être. LunaWeb était présent à la Maison des associations et de la solidarité du 13e arrondissement de Paris pour assister à l'événement organisé par les designers éthiques. Pour celles et ceux qui ont loupé cette occasion, on a pensé à ramener un micro avec nous pour vous proposer une petite balade sonore. Au programme, interview de conférenciers et conférencières, discussion avec des acteurs d'initiatives technocritiques et promenade parisienne autour des infrastructures numériques. Pour vous raconter un peu les choses de manière chronologique, avec Manu et Nicolas, on est arrivé un peu en avance dans ce très bel endroit qu'est la Maison des associations du 13e. Et à 8h30, le rendez-vous était dans la grande salle du lieu pour présenter le programme de la journée et évidemment l'association organisatrice. À tous. Alors juste pour remettre un petit peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'association, donc on est Designer Éthique, c'est une association de recherche-action sur le numérique et les pratiques de design. Les designers éthiques mènent ce qu'on appelle de la recherche-action. Cette association, composée de professionnels et de chercheurs, porte ses réflexions au-delà des sphères académiques et participe activement à un mouvement de changement concret. L'idée est d'établir un lien étroit entre théorie et pratique, en impliquant directement les personnes concernées par ces thématiques. Elle participe non seulement à la recherche, mais aussi à la diffusion de ses résultats. Et c'est là tout le but de la journée de l'éco-conception numérique. On y croise chercheurs, designers et autres développeurs pour réfléchir à un numérique plus responsable. Et enfin, cette journée, elle est importante parce qu'elle va nous permettre justement de continuer à construire ce monde un peu plus soutenable et adapté au vivant qui nous est toutes cher ici grâce à notre métier au quotidien, le métier du numérique. Et on va pouvoir commencer. Bonne journée à tout le monde. Après ces quelques mots d'introduction, les conférences et ateliers ont commencé. Sur la scène de la grande salle, chercheuses, chercheurs et professionnels du numérique se sont enchaînés sur des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Un peu de contexte. Alors je sais pas, on va souvent parler d'analyse de cycle de vie ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'analyse de cycle de vie, c'est une des méthodes d'évaluation d'impact environnemental. Il y en a d'autres, le bilan carbone par exemple, pour ceux qui connaissent. L'analyse du cycle de vie, sa particularité... Parmi les conférences qui ont retenu mon attention de développeur, il y a celle sur les méthodes d'évaluation d'impact et de cycle de vie des services numériques. Au quotidien, à l'agence, on a l'habitude d'utiliser un certain nombre d'outils nous permettant d'évaluer l'impact environnemental d'un site web. Et tout ça, d'après David Heckscheiser, c'est une question de normes comptables qu'il convient d'interroger. J'ai pu le rencontrer et revenir sur ces sujets avec lui. En fait, quand on veut compter les impacts environnementaux d'un service web, d'un équipement, en fait de n'importe quoi même, tu vois, d'une voiture, d'un produit, mais nous dans le numérique d'un service, on utilise du coup de la comptabilité environnementale. Et cette comptabilité, en fait, elle répond à un ensemble de règles. Et ces règles, elles sont pas nécessairement de l'ordre de la physique, mais c'est beaucoup aussi des normes qu'on appelle comptables, donc sociales. Et c'est des choix politiques. L'exemple que je donne, par exemple, c'est comment on partitionne les impacts d'un smartphone dans les différents services qui permettent d'alimenter. Et en fait, c'est pas évident. On peut le faire sur le temps d'usage. On partitionne par tous les temps, l'usage qui est fait du smartphone et on regarde par rapport au temps qu'on utilise le service qu'on est en train d'évaluer. Mais il y a plein d'autres manières de le faire. Ça peut être sur l'importance sociale du service par exemple. L'importance de pourquoi on achète un téléphone. Il y a des services qui sont plus importants, plus fondamentaux, qui vont faire qu'on va acheter le téléphone et il y en a d'autres qui vont arriver ensuite parce qu'on a le téléphone. Et donc l'objectif, moi, de ma vision des choses, c'est que c'est important quand on mobilise ces chiffres-là, qu'on sache que c'est pas des chiffres qui décrivent la réalité comme si on mettait un miroir devant la réalité, mais ce sont des chiffres qui dépendent des normes comptables qu'on va mettre en place. Et quand il s'agit d'évaluer, ou en tout cas de montrer l'impact pour décider, l'alternative aux chiffres et à la donnée brute, ça serait le récit, le conte, d'après David. Ça permet d'expliquer des choses complexes. Par exemple, si on veut regarder les effets qu'a un service numérique sur les autres secteurs, donc c'est-à-dire pas les impacts du service en lui-même, mais de ce que le service va faire sur les autres usages, et pour ça, on a besoin de regarder les rapports de cause-conséquence, par exemple. C'est une autre manière de mettre en récit les impacts d'un site web ou d'un service. Tu as aussi le fait que ça produit donc des heuristiques. Quand tu vas être au quotidien, tu vas pas t'amuser à chaque fois à refaire une étude d'évaluation pour chaque choix technique que tu vas faire. T'es développeur, à chaque ligne de code, tu vas pas évaluer, refaire une ACV pour chaque ligne de code.
Donc à un moment, tu as des façons plus simples de penser, et quand tu vas développer, tu vas te dire, ok, par exemple, est-ce que ce que je vais faire, ça va rendre incompatibles certains terminaux. Bon, t'as pas besoin de faire une évaluation pour savoir que effectivement, si tu fais des lignes de code qui rendent incompatible ton service avec certains terminaux, bah ça va engendrer forcément, ou en tout cas ça peut pousser à renouveler plus rapidement des terminaux. Tu peux te demander aussi finalement ce que tu développes, à quoi ça va servir. Est-ce que ça va servir à faire des achats compulsifs pour tes utilisateurs, pour qui tu travailles. Est-ce que tu travailles pour des gens qui sont en faveur ou font avancer la transition, ou des gens qui la font reculer? Tes comptes, tu peux les mobiliser pour faire des choix plus rapidement, ou en tout cas faire des choix dans ta vie quotidienne sans avoir à faire d'analyse détaillée. J'ai l'impression aussi qu'ils ont cette vertu assez pédagogique justement de peut-être montrer la responsabilité des choix qu'on fait finalement. Alors le chiffre a aussi cette vocation de montrer de manière quantitative la responsabilité, mais c'est une responsabilité qui à la fois est dépendante du cadre que tu vas mettre, et en plus c'est une responsabilité qui est souvent très limitée parce que tu fais dans un périmètre ce qui peut être quantifié. Sauf qu'il y a plein de choses qui ne peuvent même pas être quantifiées. Et donc, si tu restes dans une approche du chiffre, en fait, tu vas exclure tout un tas d'effets, par exemple les effets sociaux. J'avais eu une question sur est-ce qu'on peut compter les effets sociaux, très difficilement. Et donc, c'est important en fait d'avoir une vision plus large, ou même des choses qui ne sont pas quantifiables, de se poser la question quels sont les impacts de ce que je vais faire sur certaines populations, sur mes usagers, etc., sans nécessairement avoir besoin de chiffres. Et tu vas vite le voir. Si tu fais des choses qui vont être incompatibles avec les vieux terminaux, par exemple, ça a aussi des effets sociaux sur le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des téléphones dernier cri qui seront exclus de ton service. Et donc pour ça, t'as pas besoin de chiffres. Tu vois. Tu peux avoir même des témoignages de personnes, par exemple, qui ont participé aussi à te faire comprendre ces choses-là. Et quand tu vas développer, tu auras ça en tête, ce type d'heuristique, pour faire tes choix, sans encore une fois avoir eu besoin de te refaire une étude complète. Finalement, l'une des clés d'une évaluation réussie ou d'une démonstration accessible se situe peut-être dans une sorte d'entre-deux. La force du chiffre, c'est c'est presque un argument d'autorité, donc souvent on peut être tenté de jamais le remettre en question. Les chiffres sont dépendants de la manière dont on veut les raconter en fait. C'est la même chose pour les récits qualitatifs. Je prends des représentations graphiques comme les arbres de conséquences, les diagrammes de boucle causale, etc. Ça participe aussi à créer des récits, comme les chiffres, qui peuvent parfois en fait être plus mobilisateurs que des chiffres. Sur ma conférence, je suis assez critique des chiffres parce qu'ils ont une place qui est prépondérante dans la société et on les met à toutes les sauces. Je suis pas pour autant contre leur utilisation. Je pense effectivement que ça passe en fait à la fois d'utiliser des chiffres de manière consciente, en sachant leurs limites, en sachant qu'il faut les contextualiser, en sachant qu'ils prennent en compte qu'un périmètre restreint des effets de ce qu'on est en train d'évaluer, et les combiner avec des approches qualitatives. Alors, à la fois parce que je pense que c'est plus mobilisateur, ça donne une meilleure idée de la réalité, et puis ça assume aussi les potentiels biais quand on analyse en fait les choses. La conférence de David ainsi que toutes les autres ont été captées et seront à retrouver sur le site des designers éthiques. Aujourd'hui, vous avez de la chance d'aller avoir 2 Rex pour le prix d'un. La présentation qu'a suivi celle de David était un retour d'expérience de conférencière autour du RGESN, le fameux référentiel général d'éco-conception de services numériques. Déjà, on va poser le décor. On a 2 contextes différents, donc on va vous les expliquer pour comprendre dans quoi on va venir graviter. Cécile Sambour nous racontait comment elle s'est servie de ce référentiel pour faire infuser des pratiques d'éco-conception au sein de son entreprise. Laurie Perron, quant à elle, nous présentait son retour d'expérience concernant l'application du référentiel autour de l'application de dessin animé de France TV, Oku. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec elle et au micro de Salut les designers, elle me raconte comment son équipe a travaillé autour d'une méthodologie et également comment il a fallu sensibiliser les équipes. Moi, je suis Head of Ops dans une agence de conseil et j'interviens en tant que Ops déjà chez France Télévisions. Donc j'étais déjà en interne pour travailler des questions de process, etc. J'ai toujours une sensibilité sur ce sujet d'éco-conception et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Et on a réussi à avoir le sponsorship de notre directrice design pour se lancer, en tout cas pour commencer à poser cette vision. Donc on a commencé par poser la vision, qu'est-ce qu'on souhaitait faire, quelle était l'ambition déjà au niveau du design, et très vite on est allé en rencontrant en fait des pairs en interne et aussi des gens à l'extérieur pour récolter des bonnes pratiques qui a été mises en œuvre. On a commencé à consolider notre pitch pour aller justement convaincre au-dessus à la direction
du numérique. Donc étape par étape, c'est comme ça que ça s'est construit et qu'on a réussi à avoir un go au niveau de la direction qui nous a proposé effectivement un pilote que nous on avait identifié. Donc au coup, pourquoi ? Parce que de base ils sont déjà sensibles, la plupart des personnes dans l'équipe est déjà sensibles à ce sujet-là, à ces valeurs-là, et ils étaient partants pour y aller, ils étaient demandeurs. Donc on se dit autant commencer par des personnes comme ça qui veulent y aller plutôt que d'aller bousculer un peu trop d'autres personnes. Donc en ayant ces personnes identifiées et le fait que la directrice nous ait donné un go, en tout cas pour se lancer déjà avec un premier pilote, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Si je voulais parler méthodologie avec Laurie Perron, c'est en partie parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de méthode établie pour réaliser un audit autour du RGESN, contrairement au RG2A qui propose une méthode stricte permettant de déterminer si un critère du référentiel est valide ou non. Ce qu'on a pu noter, c'est qu'on n'est pas arrivé directement sur le RGESN parce que ce serait sauter des étapes. On a voulu déjà s'assurer que ça correspondait à ce qu'on voulait appliquer comme moyen d'évaluer et de mesurer dans un premier temps. Donc on s'est déjà renseigné sur tout ce qui existait. Il y a plein de référentiels aussi qui existent à côté, qui sont européens, qui existent avant sur par exemple l'OpQuest avec aussi des notions de qualité qui englobent des choses liées aussi à l'éco-conception. Donc on s'est nourri de tous ces éléments-là et en fait on est venu aussi construire notre propre méthode à côté. C'est-à-dire qu'on a documenter et créer des checklists de bonnes pratiques pour les équipes, une checklist pour les designers, une checklist pour les devs, une checklist pour les PO, parce que chacun a des choses à faire sur son périmètre. Donc ça, on l'a intégré dans la méthode déjà avant même de se lancer dans le RGESN, on a commencé à amener ces bonnes pratiques-là. Et une fois qu'on s'est plongé dans le RGESN, effectivement, c'est assez compliqué de se mettre dedans, donc on peut pas tous se jeter dedans, il y en a besoin quand même d'un minimum d'accompagnement d'experts à ce sujet-là, donc on a quand même au début, sensibiliser les équipes, fait des exercices de mise en pratique et de sensibilisation dans un premier temps pour qu'ils puissent se l'approprier. Et après, on a lancé réellement les ateliers avec eux pour qu'ils mettent les mains dedans, tous ensemble, et qu'ils construisent les réponses en fait aux questions du RGESN. Et aujourd'hui, le RGESN, donc on se parlait de méthode, l'idée c'est de l'utiliser pour faire des mesures à différents instants, donc minimum une fois par an. Et quand il y a des grosses MEP, en gros, on va venir mesurer aussi à ces niveaux-là, savoir effectivement si on n'a pas aggravé notre cas ou pas. Normalement non, parce qu'on a ça dans nos objectifs. Mais du coup on l'utilise comme ça pour mesurer, c'est ça notre méthode, c'est une méthode de mesure au final, mais qui va venir être accompagnée par, comme je disais, des checklists de bonnes pratiques qui viennent dans les definition of done des équipes, donc dans des reviews régulières de ce qu'ils font, dans de la priorisation et ainsi de suite. Donc au final c'est un tout dans lequel le RGESN vient s'intégrer. Je vais te poser une dernière question sur un truc qui me semble assez central, assez important sur le RGESN et tu l'as rappelé, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas une note qu'on a dans le temps, c'est quelque chose qu'il faut continuer de suivre, c'est vraiment une démarche, je sais pas si j'oserais dire d'amélioration continue, mais c'est peut-être dans cet esprit-là qu'il faut le penser en tout cas. Je peux qu'acquiescer, je le pense aussi personnellement comme une démarche d'amélioration continue, parce que on n'est pas non plus, ça nous apporte des réponses sur le RGESN, et c'est pas juste, effectivement il y a un côté oui, non, est-ce qu'on le respecte, mais à côté il y a un minimum de guidage à côté quand même, il y a aussi de plus en plus d'experts qui commencent à embarquer les équipes aussi avec du concret, et c'est comme tout en fait, on peut pas avoir en un trait tout fait, c'est pas possible, et vaut mieux l'intégrer de toute façon dans une démarche d'amélioration continue d'un produit, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a une démarche projet, et peut-être qu'on fait tout d'un coup dans notre produit, et après on arrête, mais potentiellement il y a du run, tout ça qui passe derrière, et ça casse tous nos efforts. Donc vaut mieux l'avoir dans une démarche d'amélioration continue aussi pour ces raisons-là, je pense. Le retour d'expérience de Laurie Perron, enrichi par celui de Cécile Sambour, apporte des clés précieuses pour mieux comprendre le RGESN et son intégration au sein des équipes projet. Là encore, vous pourrez trouver la captation de leurs conférences sur le site de la Journée de l'éco-conception. Ah, j'entends les cloches, il est 11h50, c'est déjà l'heure de la messe funéraire de l'Anthropocène. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous être réunis aujourd'hui pour vous recueillir devant un florilège du meilleur, du pire des innovations, produits et services numériques les moins écologiques. Des idées qui n'auraient peut-être pas dû voir le jour, des innovations promettant du neuf dans un monde qui pourrait peut-être en avoir déjà trop. Bon, pour la blague, avant de manger, on a assisté à une sorte d'hommage du meilleur, du pire de la tech. Le prêtre a recueilli nos prières à destination de ces objets, tous aussi inutiles que futiles, comme l'Apple Watch 1 à 18 carats ou encore le robot ramasseur de chaussettes. Bref, un moment de légèreté bienvenue et qui en plus nous permet de remettre un peu en question la notion d'innovation. De toutes ces idées et projets qui ont grandi quelque part dans la Silicon Valley, nous souhaitons en faire dès aujourd'hui le deuil. Par cet éloge funèbre, nous faisons revivre une dernière fois leur mémoire avant de leur souhaiter un bon voyage dans l'au-delà. Puisse-t-elle ne jamais plus nous hanter.
Dans la mine de minerai, vous étiez roche, redevenez désormais poussière. Pour redevenir un peu sérieux, quand même, la journée de l'éco-conception, ce n'était pas que des conférences. Il y avait aussi des ateliers, également des stands. Et quelle fut ma surprise de retrouver un stand qui proposait en libre service un journal papier, original dans un événement numérique. Ce journal, il s'appelle Curseur, une initiative technocritique, mais c'est Pascal Courtois qui tenait ce stand qui en parlera le mieux. Alors Curseur est un journal qui est né à Bruxelles, donc qui est initié par un certain nombre d'acteurs technocritiques bruxellois. Donc Curseur, il est né d'une absence de débat démocratique sur le numérique et qui est donc un journal qui sort 2 fois par an avec chaque fois un dossier en rapport avec le numérique. Donc l'idée c'était de faire un journal, donc de sortir en fait. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait de faire un journal en termes d'éditorial et le fait on est contraint en fait par une maquette. Donc le dernier numéro, décembre 2024, juillet 2025, est donc sur la matérialité du numérique. Et voilà, on a fait un gros dossier sur le Congo, l'extraction minière. Quelque chose de très complet. Tu as dit que c'était ouvert à contribution. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel genre de profil vous avez comme contributeur ? Est-ce que vous avez des profils très techniques ? Est-ce que des profils plutôt universitaires ? J'imagine qu'il y a peut-être aussi un peu tout ce monde qui se mélange comme contributeur. Tout ce monde se mélange. On est pour l'instant dans une recherche d'agrégation en éducation populaire. Donc on essaie de s'ouvrir à un maximum de gens, donc des gens qui peuvent ne pas être spécialement des experts du numérique. Donc on se rencontre dans des ateliers collectifs. On essaie de faire des ateliers, de rassurer, de dire tout le monde peut écrire des choses. Et donc si on n'est pas bruxellois, on peut quand même s'abonner ? Alors oui, tu peux t'abonner, bien sûr, à part qu'on a des coûts de livraison qui sont élevés vers la France et vers d'autres pays, mais oui, donc il y a un système d'abonnement dispo sur le site sur abo.curseur.be. Et on vous invite à aller voir ça sur curseur.be pour une petite idée de ce qui est proposé dans le journal papier. Bon, on arrive bientôt à la fin de la journée et pendant que Nicolas assistait aux dernières conférences et que Manu testait les ateliers à l'étage, de mon côté, j'ai préféré participer à la balade urbaine des infrastructures numériques guidée par Thomas Thibault de Limite Numérique. Ce qui est en longueur, c'est jusqu'à 4G et en général les petits blocs plus petits carrés blancs, c'est 5G. Là, vous entendez notre guide nous apprendre à reconnaître une antenne 4G d'une antenne 5G. L'objectif de cette balade dans Paris est de nous montrer les différents lieux par lesquels passe la connexion. Là, ce qu'on va aller voir, on va aller au NRO, nœud de raccordement optique. En gros, le NRO, il n'y en a que 5 à Paris. C'est ce qui permet de relier les PMZ, donc le quartier, au backbone, au réseau national. Vous l'entendez, cette balade, c'est une manière de nous montrer à quel point le numérique, c'est d'abord quelque chose de physique. C'est des câbles, des antennes, des lieux où sont stockés des serveurs, des armoires fibres, etc. Au cours de notre trajet, nous nous sommes même arrêtés dans une allée qui proposait des schémas explicites sur la taille de nos services numériques. Une sorte de data visualisation urbaine. Bref, cette balade, franchement, était une chouette expérience, et si vous n'étiez pas à la journée de l'éco-conception, Limite Numérique a quand même pensé à vous. Si jamais vous voulez refaire cette balade, à tout documenter sur le site web de Limite Numérique. Les points que je vous fais voir, en fait, sont des données ouvertes. En général, je prends ces sites-là, je fais ma propre carte, et puis après, je me balade pour voir quel est le chemin le plus cool. Et voilà, c'était Salut les designers, une capsule design un peu spéciale retour sur la journée de l'éco-conception. Et comme précisé pendant l'épisode, vous trouverez toutes les ressources, captations et autres sur le site de l'événement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et les conseils de nos invités. C'est sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr que ça se passe. À bientôt pour un nouvel épisode.